מוקלט עם מר יעקב כהן על נושא הצלת ילדים ונוער מגרמניה דרך צרפת לפני המלחמה. הרעיון מתקיים באוניברסיטה ב-30 במרץ 1966. השיחה תתנהל בצרפתית. Si je comprends bien, nous partons du témoignage d'André Salomon sur la réception d'enfants d'Allemagne à Strasbourg. Et vous-même, vous me raconterez au sujet de la réception et de l'intégration de ces enfants à cette période-là. Pourriez-vous peut-être me dire de quoi vous occupiez-vous à ce moment-là et à quel moment est-ce que votre travail a commencé? D'accord. En 1938, je finissais ma dernière année de licence de philosophie à l'université de Strasbourg et nous venions de créer. Qui c'est nous? Je vais expliquer. Nous venions de créer quelques mois auparavant un comité de coordination des mouvements de jeunesse juifs en Alsace. Il y avait eu un an auparavant, la communauté de Strasbourg avait mis à notre disposition un local qui existe encore aujourd'hui, un autre endroit qui s'appelle le Merkaz. C'était la première fois que tous les mouvements de jeunesse juifs de Strasbourg, de l'extrême droite à l'extrême gauche, se sont unis pour créer une maison des jeunes dans laquelle chaque mouvement avait ses chambres, mais il y avait aussi des activités en commun. L'animateur du point de vue mouvement de jeunesse était Hamel Chameau, mais il y avait au-dessus un comité d'adultes qui faisait le lien avec la communauté et qui également donnait l'inspiration. Ce comité était dirigé par le Dr Joseph Weil. Vous rappelez-vous à peu près de combien de jeunes il s'agissait à ce moment-là? Le mouvement dont moi je m'occupais, le Shuron, qui était le mouvement de jeunesse orthodoxe, comprenait à peu près 150 et était certainement le plus petit au point de vue quantité. Je ne me rappelle plus combien d'éclairs il y avait, mais je pense que ça devait en tout cas englober 600-700 jeunes au moins. Et c'était l'âge avant 18 ans, oui? Avant, il y avait aussi les chefs étaient plus âgés, mais les jeunes, c'était surtout entre 9, 10 et 18 ans. Et il y avait donc là une plateforme des jeunes, des chefs des mouvements de jeunesse. En automne 1938, c'est-à-dire surtout après la Kristallnacht, le 10 novembre, nous avons commencé sous l'inspiration de Joseph Weil et d'André Salomon surtout, et de Chameau, à nous préoccuper de ce qui se passait en dehors des frontières d'Alsace. Je me rappelle très bien que jusqu'en novembre 1938, nous n'avions pas du tout pensé que ce qui se passait de l'autre côté du Rhin, bien que c'était à quelques kilomètres, pouvait également nous toucher, nous, un jour. Et nous étions solidaires des juifs allemands. Il y avait déjà eu quelques années auparavant des juifs allemands qui étaient venus et qui avaient fait des harcharot en France. On les avait bien accueillis, ils étaient sympathiques, mais la France était un pays de transit pour eux, ils comptaient partir en Israël. Ensuite, il y avait eu également en 1933-1934 beaucoup de familles allemandes qui s'étaient fixées à Strasbourg, qui étaient ensuite reparties, beaucoup en Amérique, moins en Israël. Mais nous étions témoins, spectateurs. Alors qu'à partir du 10 novembre 1938, nous avons commencé à sentir avec eux ce qui se passait. Et bien que nous étions encore très loin de l'idée que Hitler pourrait un jour venir en France, mais il y avait une solidarité juive que les responsables des mouvements de jeunesse ont tenu à exploiter pour développer le sentiment d'appartenance au peuple juif.
Et alors le comité de coordination des mouvements de jeunesse, qui était avant tout un comité, comme son nom l'indique, qui devait coordonner les activités du mouvement de jeunesse, a pris à partir de ce moment-là une toute autre ampleur. Et en coordination avec un autre comité dont je ne me rappelle pas le nom, et j'étais trop jeune aussi pour suivre de ce côté des problèmes, s'est occupé de l'accueil d'enfants venant d'Allemagne. Et à partir de ce moment-là, nos activités étaient dirigées, en dehors des activités locales, dans deux sens. Un sens dont je ne m'occupais pas personnellement et dont je ne pourrais rien vous dire, c'est la question d'autodéfense, c'est-à-dire protection contre l'antisémitisme, dont on parlait beaucoup à l'époque, et il y avait certainement aussi des exercices paramilitaires, etc. Mais ça, je pense que Chameau peut-être est plus au courant là-dessus. Et d'un autre côté, l'accueil des enfants qui devaient venir. Alors ça, oui. Un instant, est-ce que vous aviez déjà une éducation, vous dirigiez les jeunes vers une éducation sioniste à ce moment-là? Personnellement pas, notre mouvement était affilié à l'Agouda. Ah. Mais à l'Agouda, oui, mais le comité de coordination était neutre, était absolument neutre parce qu'il y avait trois tendances. La tendance Atikva qui était sioniste, pour les Tzion, la tendance des EI qui était par-dessus tout neutre, et la tendance agoudiste orthodoxe qui était contre. C'est-à-dire nous étions sympathisants, je me rappelle qu'en 1938, qui était l'année de Shmita, nous avons fait une grande action pour aider les jeunes ouvriers agoudistes en Israël à pouvoir observer la Shmita. Mais nous ne pensions absolument pas nous-mêmes à nous joindre à eux. C'était une action beaucoup plus philanthropique qu'une action d'identification. Donc, à partir immédiat, le lendemain du 10 novembre 1938, il s'est créé un courant à Strasbourg et en France en général qu'on doit accueillir des enfants juifs qui étaient en danger en Allemagne. Ça s'est fait avant tout sur la base du directeur de l'orphelinat de Francfort, mais ça, de Salomon l'a écrit, qui s'appelait Rothschild, je crois. Marx, non, Rothschild, Rothschild aussi était, mais c'était autre chose. Et Marx, et il y avait donc d'une part à accueillir les enfants de cet orphelinat, à cela s'est jointe une autre action, en ce qui concerne Strasbourg, qui était très particulière et due à des motifs vraiment très particuliers. C'est qu'il y avait un certain nombre de familles à Strasbourg qui avaient des parents en Allemagne et qui voulaient accueillir des enfants de ces parents. Il est vrai, quelquefois des parents très lointains. Je prends par exemple l'exemple de M. Katan, dont les parents avaient de très vagues cousins en Allemagne au 3e degré, qui tout à coup se sont rappelés ces cousins et ont décidé, eux, d'accueillir 3 enfants d'un de ces cousins éloignés et de les répartir chez leurs parents en Alsace. Il y a eu d'autres, nous avions par exemple un jeune professeur à Strasbourg qui avait des amis qui venaient de Francfort, qui avait des amis à Francfort et qui connaissait un garçon doué là-bas et qu'il voulait faire venir aussi. Comme ça s'est constitué une liste d'enfants que des familles ont décidé de prendre chez eux, évidemment sans aucune contrepartie. Et d'un autre côté, il y avait des groupes d'enfants venus d'un ou de plusieurs orphelinats et qui devaient être accueillis dans des institutions en Alsace. Alors nous-mêmes, nous n'étions, c'est-à-dire les jeunes étudiants, nous n'étions pas du tout mêlés au début à la question d'accueil, c'est-à-dire chaque enfant qui venait, on devait savoir d'avance où il allait. Et ça, c'est André Salomon et les gens qui travaillaient avec elle qui s'occupaient de cela. Mais nous savions très bien, ou plutôt nous l'avons appris peu à peu, que ces enfants auraient besoin d'être intégrés et culturellement et socialement dans le monde juif à Strasbourg, qui n'était nullement préparé à cela. Et je dois dire qu'à cet égard-là, je m'étonne un peu rétrospectivement aujourd'hui comment nous sommes arrivés à faire cela et à comprendre le problème et à réaliser quelque chose. Alors ça s'est fait il faut d'abord préciser encore une fois que les enfants étaient dans 2 cadres tout à fait différents. Les enfants qui étaient accueillis dans les familles, au moins avaient
avaient où être, non pas seulement où manger ou dormir, mais avaient où être socialement, c'est-à-dire qu'évidemment des familles qui les ont pris, les ont immédiatement voulu au moins les intégrer, c'est-à-dire les mettre à leur aise, les faire sortir au cinéma avec leurs enfants, les envoyer au même mouvement de jeunesse que leurs enfants, etc. Les enfants qui étaient dans l'institution, ça posait un problème très grave, qui était le suivant. Tous ces enfants venaient de familles d'Allemagne, de familles aisées. Et même ceux qui étaient dans des orphelinats en Allemagne, c'était un autre genre, je n'ai pas vu ces orphelinats, mais je suppose que c'était un autre genre d'orphelinat que les orphelinats en Alsace de l'époque. Il ne faut pas confondre avec ce qu'il y a aujourd'hui. L'orphelinat de Hagen aujourd'hui, qui est une maison de Lozay, les Violettes à Strasbourg, qui sont l'ancien orphelinat de jeunes filles, sont aujourd'hui des maisons dirigées plus ou moins suivant des conceptions modernes de pédagogie, alors que les orphelinats d'Alsace de l'époque, sans vouloir porter atteinte à la mémoire de ceux qui les ont dirigés à l'époque, étaient encore dirigés sur un système qui ne datait pas d'il y a 30 ans, mais au moins de 50 ans auparavant. Il y avait d'une part l'orphelinat de garçons à Haguenau, il y avait l'orphelinat de filles à Strasbourg, et ces institutions étaient préparées à donner à manger et à dormir à des enfants, mais n'étaient nullement préparées à éduquer de tels enfants. Et je pense, oui, c'est vous avez mentionné que les enfants venaient de familles aisées en Allemagne. Est-ce qu'ils étaient dans des orphelinats parce qu'ils n'avaient pas deux parents ou un parent, ou peut-être parce que les conditions à ce moment-là rendaient difficile leur éducation à la maison? Autant que je me rappelle, c'était très divers. Nous avons eu par exemple certains enfants qui étaient certainement des cas typiques d'orphelinat comme on l'entendait à l'époque. C'est-à-dire des enfants qui avaient, dont les familles n'étaient pas capables de s'occuper, dont nous n'avons jamais su après qui étaient effectivement les parents. Je me rappelle qu'il y avait d'autres enfants qui probablement avaient été mis, je crois être sûr de cela maintenant, qu'il y avait des familles dont les pères avaient été arrêtés au lendemain du 10 novembre, ou des familles qui, par peur, ont mis leurs enfants dans des institutions, et c'était donc un public très, très mélangé, le public des orphelinats, alors que ceux qui ont été accueillis dans des familles en Alsace venaient tous de bonnes familles, qui avaient des liens avec ces familles-là. Ces enfants-là qui venaient d'orphelinats en Allemagne, il se pouvait même qu'ils avaient seulement été un temps très limité. Absolument. Je pense, je ne veux pas avancer des choses, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je pense que c'était ainsi. En tout cas, ces enfants, donc, en arrivant, alors ont été répartis dans ces deux institutions, des garçons à Haguenau, des filles à Strasbourg, plus un certain nombre de garçons dans une école qui est aujourd'hui très bonne, c'est l'école Hors de Strasbourg aujourd'hui, qui était à l'époque l'école de travail, qui était dirigée de façon antipédagogique au possible, c'est-à-dire c'était le système pour les enfants strasbourgeois de familles pauvres qui allaient travailler et qui étaient en internat. Et dans cet internat, je crois qu'on a aussi mis des enfants, mais dont nous savions très bien qu'il faudrait les éduquer en dehors de ce qu'on appelait à l'époque école de travail, bien que c'était un internat et non pas une école. Alors, et on a donc le premier problème dont nous nous sommes occupés, c'est le problème de l'enseignement du français. Alors là, il y avait à Strasbourg, il n'y avait pas d'école juive secondaire, il y avait une école juive primaire, qui était également une école où ne fréquentait aucun enfant vraiment alsacien. C'était une école pour enfants très pauvres. Parce qu'en général, vous savez peut-être qu'à Strasbourg, à l'époque, au contraire de Paris, une bonne famille n'envoyait pas son enfant à l'école primaire, mais l'envoyait dans les classes primaires du lycée. Et les écoles primaires n'étaient fréquentées que par des enfants d'une couche très basse de la population. Parallèlement, et d'autres par des écoles primaires en Alsace, c'était des écoles confessionnelles, suivant les lois du Concordat. Alors, il y avait donc, comme il y avait des écoles catholiques et protestantes, il y avait des écoles juives. Alors, il y avait à Strasbourg une école primaire juive qui était dirigée à l'époque par un monsieur qui était bien bon pédagogue, mais de très ancien temps, qui à l'époque devait avoir certainement les 60 ans, avec de jeunes instituteurs et institutrices qui n'étaient pas mal non plus.
mais qui avait appris ce que c'est que s'occuper d'enfants dans certains milieux, d'enfants qui très souvent, on dirait aujourd'hui, étaient sous-développés au point de vue intellectuel. Et alors la première, comme tous les enfants de l'orphelinat de filles de Strasbourg, allaient dans cette école. Et à Haguenau, c'était parallèle, il y avait une école juive pour garçons spécialement, mixte. Alors, on a donc mis ces enfants à l'école juive de Strasbourg. Or, on a tout de suite senti, d'abord les autres enfants savaient le français, eux ne le savaient pas. On a donc senti qu'il fallait faire quelque chose de spécial pour ces enfants. Est-ce que ces enfants qui venaient d'Allemagne étaient d'âge de l'école primaire? Non, justement, je vais vous dire. Alors, on a seulement pu prendre les enfants qui étaient d'âge de l'école primaire. Et au fond, l'école primaire allait jusqu'à 14 ans. À l'époque, les enfants avaient moins de 14 ans, presque tous. Mais on a quand même sélectionné, c'est-à-dire une partie des enfants sont allés à l'école primaire juive de Strasbourg. Et une autre, et là aussi, on a créé pour eux des classes spéciales. Et je me suis occupé, l'école primaire juive dépendait d'un côté de l'État, de l'autre côté de la communauté juive de Strasbourg, du consistoire. Alors je me suis occupé personnellement de cette école à laquelle je n'avais jamais mis les pieds auparavant, aucun rapport. Et en allant, je me rappelle qu'une ou deux fois par semaine, j'allais donner des cours là-bas, des cours d'instruction juive. Une école juive devait avoir des cours d'instruction juive, mais les enfants venus d'Allemagne avaient une instruction juive beaucoup plus poussée que les enfants qui étaient dans cette école à Strasbourg. Alors je leur faisais des cours, je ne me rappelle plus à l'époque si je les faisais en allemand, en français. Et je m'occupais aussi un peu de la direction de cette école, enfin tout ça bénévolement. Et il y avait enfin des gens qui avaient fait comprendre au directeur de l'école qu'il devait m'associer un peu à la question de programme, etc. Quelles études est-ce que vous aviez fait à l'université? Philosophie, psychologie. Et alors, mais d'un autre côté, ça c'est l'essentiel, il y avait tout un groupe d'enfants dont nous savions très bien qu'on ne pourrions pas les envoyer à cette école. Alors pour eux, nous avons créé... Pour quelle raison? Je suppose, les souvenirs sont plus très clairs, je suppose que c'était ou une question d'âge ou une question de niveau, les deux, je pense les deux. Alors là, nous avons organisé, cela, André Salomon m'avait chargé pratiquement de la direction de cette histoire. Vous aviez mentionné que les enfants venaient de familles aisées en Allemagne. Comment est-ce qu'ils étaient du point de vue éducation juive? Est-ce qu'ils venaient tous de familles très différents. Mais il y avait une sorte d'accord tacite que ces enfants devaient recevoir une éducation juive au moins traditionnelle. Accord tacite avec qui? Avec l'orphelinat? En Strasbourg. Oui, mais je pense que la plupart des enfants venaient de familles traditionnelles. Ceux qui sont venus dans des familles, je crois que tous venaient de familles, même très orthodoxes. Les autres, je pense que l'orphelinat de Francfort était très orthodoxe, en tout cas beaucoup plus orthodoxe que l'orphelinat de Strasbourg. Et alors c'est pour cela aussi qu'on m'avait demandé de m'occuper de cela. Alors, donc pour les enfants qu'on n'a pas envoyés à l'école primaire, nous avons créé une école, enfin avec une ou deux classes, où nous avons pris un jeune instituteur, il était étudiant ce qu'il faisait, qui était employé pour donner des cours de français, et nous avons... et en plus, les enfants recevaient une instruction juive, tout ça s'est fait dans la maison des jeunes. La Strasbourg, si mes souvenirs sont exacts. Enfin, il y avait plusieurs locaux, en tout cas, des locaux de la communauté. Dans un de ces locaux, ça se faisait. Et les enfants là-bas apprenaient tous les jours, comme dans une école, je ne sais plus s'ils apprenaient seulement le matin et l'après-midi. Et afin de les mettre, enfin, à l'époque, nous ne savions pas que 1939, c'était avant 1940, c'est-à-dire que c'est oui, je voulais justement demander... Non, la perspective était à l'époque que ces enfants... Il est très difficile aujourd'hui de se remettre dans cette perspective parce que pour nous, aujourd'hui, fin 38, c'est 1 an ou 6 mois avant la guerre. Alors qu'à l'époque, si mes souvenirs sont exacts, et si je peux citer cela aujourd'hui, nous avions pensé que ces enfants, au bout de quelque temps, iraient dans les lycées en France. Je ne me rappelle pas s'il n'y en a pas que nous avons encore mis au courant de l'année. Ça, je ne me
rappelle absolument pas de cela. Il y a quelqu'un auquel on pourrait demander cela, mais ne pas en ce moment. C'est Moshe Arendt, le sous-directeur de l'école Rochef, qui était le garçon le plus doué, nous étions le plus fiers de tout ce groupe et qui, je dirais ensuite ce qui est arrivé avec lui, avec d'autres en 1939, mais lui doit se rappeler probablement exactement, enfin lui il faisait partie évidemment de ce second groupe. Et alors, ceci est au point de vue scolarité, ça avançait très vite, les enfants apprennent vite la langue, surtout que dans les familles où ils étaient placés, on parlait aussi le français. Il y avait d'autre part le problème de l'intégration sociale. Alors, à ce point de vue-là, nous avons, je suppose qu'on a exigé de tous les mouvements de jeunesse d'intégrer les enfants. Alors, nous avions pris à Yeshurun, évidemment, les plus religieux d'entre eux, ceux qui étaient dans des familles où les propres enfants allaient à Yeshurun. Nous avons, et les EI, on en pris beaucoup, je ne me rappelle plus, les autres mouvements aussi, je sais en tout cas d'ailleurs, le contact était vite fait puisque Chameau lui-même, dans sa propre famille, avait accueilli un garçon qui s'appelle Gérard Koch, je ne sais pas ce qu'il est devenu, il était en Israël, je crois qu'il est peintre, dessinateur. J'ai entendu parler de Oui, Gérard, oui. En tout cas. Oui. Donc là, le contact aussi était normal que ce garçon est devenu tout de suite EI, et beaucoup d'autres également que nous avons pris, que les EI ont pris. Et là, je dois immédiatement ajouter que ça nous a ouvert la première fois, en tout cas pour nous qui avions une éducation très religieuse d'un côté, mais très religieuse d'un côté, mais très assimilée de l'autre côté, parce qu'il n'y avait pas de problème. En Alsace, c'était très facile, on était juifs observants, mais on était français. Alors, nous avons eu la première fois la notion de ce que c'est que le peuple juif, la solidarité juive, et nous avons compris ce qui se passait ailleurs. Et nous avons pu éduquer les enfants dans les mouvements de jeunesse, quel est leur devoir vis-à-vis d'enfants, que le sort avait défavorisé, c'est comme ça en tout cas qu'on comprenait à l'époque. Et je crois pouvoir dire que les enfants se sont très vite intégrés socialement aussi. Je pense d'ailleurs que pour la suite, si nous comparons aux enfants que nous avons eus plus tard pendant la guerre, et desquels je parle dans l'autre travail que je vous ai donné ce matin, il y a eu une énorme différence. Les enfants ont eu énormément de chance par le fait qu'ils ont eu encore une année de vie normale, intégrée dans un milieu normal. Et là, je voudrais tout de suite ajouter quelque chose en ce qui concerne les contacts avec les parents. Je pense aussi, si je peux me permettre cette observation personnelle, que c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ma voie dans ce travail, parce que je m'étais destiné après à la 3 heures de philosophie dans un lycée, c'est-à-dire m'intéresser à des enfants qui étaient séparés de leurs parents. Et il y a des faits que je comprends aujourd'hui infiniment mieux qu'à l'époque j'ai seulement pu les voir. Par exemple, nous avions un enfant que nous devions pousser à écrire à ses parents. Il avait cessé tout contact avec ses parents. Et certainement cet enfant n'était nullement, pas seulement maltraité à la maison, mais nous savions qui étaient les parents. C'était un des 3 frères dont je parlais tout à l'heure, que la famille de M. Gatan avait accueilli. Il venait d'une très bonne famille de gens, je n'ai malheureusement plus connu le père, des parents étaient déportés ensuite d'Allemagne. Mais tous les renseignements que nous avions, l'éducation parfaite que ces enfants avaient reçue ne laissait aucun doute que c'était des enfants qui venaient d'un foyer familial heureux, bien intégré, etc. Le garçon, il avait 3 garçons, l'un faisait la mitzvah au Pont de Strasbourg, le deuxième a fait donc 1 ou 2 ans de moins. Eh bien, ce garçon n'a jamais pris une plume pour écrire à ses parents. Et à l'époque, nous nous demandions ce que ça signifiait. Le garçon était d'ailleurs extrêmement renfermé, n'a jamais accepté de collaborer. C'était assez rare. C'était Quel âge avait-il ? 11-12 ans. Et je rapproche ça d'un fait qui m'est arrivé hier, en rétrospective. Près de 30 ans, on peut comparer les choses. J'ai parlé hier à un garçon que ses parents ont envoyé il y a 2 ans du Maroc et les parents sont restés au Maroc. Le garçon a 15-16 ans.
Il a une sœur mariée à Jérusalem, il se trouve dans un Mossad à Petah Tikva. La sœur qui est très très gentille avec lui et le beau-frère aussi. Ils ont eu même des petits-enfants, ils ne peuvent pas l'accueillir complètement chez lui. Il est normal qu'ils viennent porter ça chez eux. Le garçon refuse. Il a dit aussi longtemps que mes parents ne sont pas là, je ne quitte pas le Mossad. C'est-à-dire c'est le blocage qu'un enfant refuse tout contact affectif quand il a été séparé de ses parents et qu'il ne se rend pas très bien compte pourquoi il a été séparé. Or, je reviens à ces trois frères. L'aîné avait très bien compris ce qui se passait, et trop bien même pour ce que nous pensions à l'époque. Il voyait beaucoup plus clair à l'époque que nous ne voyons. Et parce que nous le disions tout le temps, c'est une séparation très provisoire avec les parents. Et le petit, le troisième était trop petit pour réagir. Mais le deuxième n'avait pas compris. Et il avait une attitude de révolte intérieure, uniquement intérieure. Et il y avait d'autres enfants, ceux qui étaient dans l'orphelinat, il y avait des enfants qui étaient effectivement orphelins et qui réagissaient très mal aussi, c'est-à-dire pour lesquels c'était encore une transplantation, qui était très très attachée à ce monsieur Marx, qui était directeur de l'orphelinat. Et alors là, pour la première fois, nous avons compris ce que ça signifie pour des enfants de grandir sans parents. Et les familles ne comprenaient pas toujours. Alors peu à peu aussi, je servais un peu de conseiller à certaines familles pour savoir comment s'y prendre avec les enfants. Mais les familles collaboraient, les familles adoptives évidemment. Et il y avait au fond, ces enfants d'un côté étaient absolument prêts à s'intégrer socialement, mais je pense qu'ils ont gardé un petit coin fermé pour leurs problèmes personnels, les relations avec leur famille. Et il y en a parmi eux qui certainement ne se sont jamais remis de cela. Il y en a beaucoup d'autres qui se sont remis et qui ont trouvé dans la France une seconde patrie, même si aujourd'hui ils sont depuis longtemps, ils n'ont plus aucun contact réel avec la France, ils se considèrent aujourd'hui encore comme ressortissants de la culture française. Même pour ces quelques mois ou un an qu'ils ont passé, ils se considèrent encore comme absolument liés aux familles dans lesquelles ils étaient. Et il y en a parmi eux, enfin, ça nous a parlé de certains qui sont allés en Amérique plus tard, mais qui encore aujourd'hui sont extrêmement liés à elle, d'autres qui sont liés à moi ou à d'autres. Et je pense donc dans la mesure où on pouvait atténuer le choc de la séparation, c'était certainement le meilleur moyen. Et je pense, évidemment, les enfants qui étaient accueillis en famille étaient beaucoup plus heureux que ceux qui étaient dans l'orphelinat, mais même, et ça encore, c'était très symptomatique, ou plutôt pas symptomatique pour la mentalité des Juifs d'Alsace de l'époque, c'est que même ceux qui étaient accueillis dans les orphelinats, nous avons essayé de les intégrer dans la communauté, dans les mouvements de jeunesse, et je pense qu'on y a réussi. Et là, j'en viens maintenant à la préparation des vacances de 1939. On avait l'habitude à Strasbourg, les I et d'autres chaque mouvement faisait ses colonies de vacances, ses camps de vacances, etc. Je ne me rappelle pas qu'il était question du problème du financement des vacances de ces enfants. Je suppose que ça, c'est l'organisation qui s'est occupée. En tout cas, il n'a pas été question de cela, ou est-ce que chaque mouvement lui-même a fait un effort. En tout cas, dans le plan de vacances de 1939, il était évident que tous ces enfants devaient être intégrés. Moi-même, j'ai pris la direction d'un grand camp de vacances que nous avons fait au Schaffert, dans la région de Colmar, dans le Haut-Rhin, et où il était bien entendu qu'il y aurait un grand nombre d'enfants de réfugiés qui feraient partie de cela. Et nous avons mis dans ce groupe pas seulement des enfants qui étaient dans notre mouvement pendant l'année, mais nous avons pris par exemple des garçons de l'orphelinat de Haguenau pour qu'ils ne passent pas leurs vacances de nouveau dans la même collectivité. Et là j'ai connu certains garçons qui ensuite, je crois que l'un d'entre eux est aujourd'hui Raver au Kibbutz Shluchot, et il y en a parmi eux qui sont, enfin il y a aussi ce garçon qui est allé en Amérique, etc. Nous avons donc fait à l'époque un camp qui devait se terminer, si mes souvenirs sont exacts,
fin août, c'est-à-dire presque tout le mois d'août, à peu près 3 semaines. Mais je voudrais d'abord ajouter, avant de continuer, qu'il y a, vraiment c'est la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, il ne s'agissait pas seulement d'un groupe qui est venu début décembre, il est venu un deuxième groupe, et cette action était prévue pour être continuée. Autant que je sache, mais je ne peux pas l'affirmer entièrement. Je ne pense pas que la capacité d'accueil était épuisée, mais je pense qu'au fur et à mesure où la situation s'envenimait en Allemagne, il était de plus en plus difficile à faire venir des enfants. Je suppose... À cause de la situation en Allemagne ou de la... Non, en Allemagne, je pense que l'Allemagne faisait de plus en plus de difficultés. Je Pour pense... laisser sortir. Mais ça, je ne le sais pas. C'est une supposition. Je ne vais pas ça n'avait rien à faire, à votre avis, avec la politique française. Il est aussi, non, il y avait d'autres choses aussi. Mais tout ça, c'était dans les hautes sphères. J'étais quand même très jeune à l'époque, je n'étais pas mêlé à tous les problèmes. Il y avait aussi probablement 2 éléments. Un élément officiel, c'est qu'après la fameuse visite de Ribbentrop en France avec Georges Bonnet, etc., je pense que la France hésitait. Et en Alsace plus spécialement, après ça a été beaucoup plus dirigé vers Paris. Il y a un autre élément, c'est qu'on a compris qu'à la longue, on ne peut quand même pas faire cela sur le plan individuel. Et alors on a ouvert à Paris les grandes institutions dans le salon, on vous a parlé à la Guette, etc., la famille de Rothschild, et qu'alors les mouvements, les mouvements de bonne volonté, mettons en Alsace, c'était quand même une goutte d'eau et qu'on pensait que l'investissement ne valait pas la peine pour le nombre de gens que ça pouvait servir. Il est possible aussi qu'il y a eu spécialement en Alsace quand même, on parlait à ce moment déjà pas mal de plans d'évacuation de l'Alsace au cas où il y aurait une guerre et qu'on a dû se dire que c'est de mauvaise politique de faire entrer encore beaucoup d'enfants juifs en Alsace. Je suppose que tout cela ensemble a dû, mais je pense que le mouvement de solidarité à Strasbourg même n'était certainement pas épuisé, qu'il y avait moyen encore de continuer. Est-ce que les enfants qui étaient dans les orphelinats, c'était subventionné par la Caisse centrale de l'Est dont Oui, on a seulement parlé? je suppose. Et dans les familles, c'était surtout des enfants qui étaient plus ou moins apparentés. Plus ou moins. Il y avait aussi des familles qui ont décidé, nous prenons quelqu'un. Bon, et ça, c'était avec un paiement de la Caisse? Non. Il est possible que très discrètement, dans certaines familles, on ait payé le vestiaire, etc. C'est possible, ça je ne sais pas. Je sais, par exemple, il y avait d'autres choses aussi. Il y avait par exemple le rabbin Brunswick, le rabbin de la communauté orthodoxe de Strasbourg, qui était déjà un homme plus très jeune et qui n'avait pas d'enfant. Et qui, aujourd'hui on supposerait le contraire, mais qui à l'époque a dit qu'il ne peut pas lui-même personnellement prendre. Sa femme était aussi maladive, il ne peut pas prendre lui-même un enfant chez lui. Et il a payé l'entretien d'un enfant dans une autre famille. Et cet enfant était considéré, c'est-à-dire qu'il s'est aussi occupé personnellement de cet enfant, oui. Mais c'était un placement payé ailleurs, mais c'était son affaire personnelle. Moi, par hasard, je savais cela, mais ce n'était pas connu officiellement. Et alors, je reviens maintenant en 1939. Alors, donc, le 25 août 1939, nous étions dans ce camp où nous étions assez perdus au point de vue géographique. D'un matin, je ne sais plus comment on appelait cela, un monsieur qui faisait du tambour dans les villages et qui proclame la mobilisation. Et moi-même, j'étais sur site, j'avais d'autres moniteurs qui devaient être appelés. Évidemment, la première chose à faire, c'était de liquider le camp et de rentrer avec les enfants, les ramener à leur famille. Alors pour les enfants qui avaient des familles, c'était très simple. Et là, pour la première fois, je me suis trouvé devant un problème que je me suis trouvé pas mal de fois ensuite pendant la guerre, c'est-à-dire avec des enfants dont j'étais plus ou moins responsable et où les envoyer, parce que d'abord il y avait des
de savoir quels deviendraient les orphelinats. Il y avait aussi des familles qui, en temps de paix, étaient absolument prêtes à prendre des enfants, mais qui, en leur ramenant fin août 39 un enfant, on dit maintenant nous ne pouvons plus. Il y avait aussi une question de responsabilité de s'occuper, de sauver, d'emmener un enfant, puisqu'on savait que Strasbourg serait évacué immédiatement. Nous sommes donc rentrés à Strasbourg avec les enfants. C'était en réalité 3 à 4 jours avant l'évacuation de Strasbourg. Et tout le monde était sur ses valises en train de partir. J'ai moi-même pris l'un ou l'autre des enfants à Paris pour chercher des familles, d'autres familles lointaines que je savais qu'ils avaient à Paris. Et nous nous sommes occupés évidemment à savoir chacun des enfants où il irait. Et alors ça, nous le trouvons Jean de Salomon, l'orphelinat de Strasbourg et d'Haguenau ont fusionné, sont allés à Bergerac et là ils ont pris alors non seulement des enfants qu'ils avaient auparavant, mais également d'autres enfants. Il y en a certains autres qui ont été placés à Paris dans des institutions de la Guette, je crois. Et au bout de quelques jours, en tout cas, on a trouvé, quasi tous les enfants. C'était un problème d'une très grande responsabilité. Et je dois dire ensuite, bien que ça ne touche plus tout à fait ce côté de la question, je dois dire ensuite, ces enfants ont eu la priorité en général pour le départ en Amérique en 1940. Je sais par hasard, ça c'est personnel plutôt, nous avions nous-mêmes de la famille en Allemagne, une famille, un jeune dentiste de Francfort qui avait 5 enfants, donc, qui ont été, ma mère qui habitait Paris et mon frère se sont occupés que ces enfants soient accueillis à Paris. Et je me rappelle plus si l'un ou l'autre était carrément habité chez ma mère, ou en tout cas nous étions occupés de les placer à Paris, et ces enfants aussi, et beaucoup de ceux venus à Strasbourg ensuite, ont été envoyés dans une maison de Lausée à Brouvernay, qui a ouvert en février 40, qui est après de Vichy. Et de là, je parle longuement dans le témoignage d'Amni, et une partie de base des enfants qui ont été, parce que plus tard, c'était des enfants venus de Belgique, etc., qui venaient de Gurs et de Rivesaltes. Mais le premier contingent d'enfants de Brouvernay et d'autres maisons de Lausée était justement ou des enfants réfugiés de Paris, ou beaucoup de ces enfants venus d'Allemagne. Et quand ensuite, enfin, c'était déjà fin 42, d'autres enfants, en mai 41, pardon, évidemment pendant la guerre, il y avait la guerre jusqu'en automne 40, on ne s'est pas occupé de cela. Mais à partir d'automne 40, André Salomon s'est occupé des départs en Amérique par l'intermédiaire des Quéqueurs. Et en mai 40, le 15 mai 41, on a envoyé un grand nombre d'enfants, alors en Amérique, un très grand transport qui était avant tout constitué par ces enfants-là. Alors, par exemple, très grand transport, c'est à peu près combien? Ça, je ne peux pas vous dire. Je sais que de Brouvernay, un très grand nombre, Brouvernay comptait peut-être 100 enfants, je pense, au moins un tiers ou plus de ces enfants sont partis, et ça a fait la place ensuite pour d'autres enfants qui venaient des camps. Et ces convois d'Amérique d'ailleurs ont continué. Le dernier convoi est parti en 42, encore en fin, c'est-à-dire au moment où nous avions encore préparé un convoi qui, au moment où l'Amérique est entrée en guerre, c'est-à-dire là, évidemment, peut-être décembre. Il y avait une commission. Encore, je pense même qu'après, c'était pas l'entrée de l'Amérique en guerre, c'était l'occupation. C'était l'entrée de l'Amérique en Afrique du Nord. C'est là que ça a été arrêté complètement. C'était 42, n'est-ce pas? Ouais. C'est là que ça a été arrêté complètement seulement l'année dernière, parce que la zone sud a été occupée. Mais nous avions la dernière commission qui
je pense que la dernière commission des Quakers est venue dans une autre maison d'enfants. USAC est venu dans la Corrèze, je pense que c'est venu en fin. C'était 41. Ça c'était fin 42. C'était fin 42. Parce que là, vous pourrez après contrôler ça. Contrôler et revoir. Je voudrais seulement ajouter alors que ces enfants-là, donc, mais là, les convois de 42, de toute façon, ce n'était plus ces enfants-là. Mais ces enfants sont partis, les enfants qui sont venus en Alsace et en France en général. On a fait partir la plupart qu'on a pu, on les a fait partir en 41 en Amérique. Et parce qu'à l'époque, il n'était pas question de faire partir des enfants en Israël. C'est seulement beaucoup plus tard, en 1944, qu'il y a eu encore un convoi. Et il y en a d'autres qui sont restés en France et qui ont suivi d'avoir des enfants restant en France et qu'on a ou fait partir en Suisse ou qu'on a casé chez des familles non juives en France. Vous avez mentionné la commission des Quakers. Est-ce que vous étiez en rapport avec les Quakers à cette époque-là Oui, Losey était en rapport. Parce qu'à partir de 40, tout a passé aux mains de Losey pratiquement. Et alors, parce que la Gate aussi, tout ça, c'est Losey, parce que les Rothschild ont arrêté toute activité officielle au moins. Mais l'immigration vers l'Amérique, c'était par l'intervention des Quakers. Des Quakers. Et des Quakers venaient en commission dans des maisons d'enfants et voyaient individuellement les enfants. Vous connaissez quelqu'un des Quakers qui s'est occupé de ça? Je me rappelle plus les noms, je connaissais très bien là-bas. Bon, je peux m'appeler ça. Est-ce que j'ai bien compris quand vous avez mentionné que votre mère et votre frère étaient à Paris, que vous étiez étudiant seul à Strasbourg? Vous étiez seul comme étudiant? Ma mère faisait ça, n'a pas de rapport avec le témoignage. Non, ça seulement intérêt du point de vue de votre, disons, disponibilité pour vous occuper. Ah oui, parce que non, ma mère a quitté, comme mon père est décédé en 30, ma mère, mais ça nous le verrons ensuite. Témoignage disponible pour cela. Je demande seulement du point de vue du temps et des attaches que vous aviez à ce moment-là. Mais vous étiez déjà marié? Non. Vous êtes marié en 45. En 45. Non, parce que vous avez mentionné que madame avait parlé du départ de Strasbourg, mais c'était de son côté, oui. Comme de Dingwiller, toute jeune. Bon. Je peux encore dire quelques mots de conclusion par rapport à d'autres enfants, si vous ne voyez pas d'autres questions à poser. Il y a là cette question de date. Ça, ma femme se rappelle, parce que là, ma femme a travaillé avec moi pendant la guerre. Elle était, nous sommes connus, elle était la secrétaire de la maison d'enfants que j'ai dirigée. Quelle maison d'enfants? À USAC, dans la Corrèze. Et c'est là. Mais ça, je peux lui demander exactement. Alors là, quand je reverrai, je corrigerai cette question. J'ai hésité, cette question de date pour les... Je sais en tout cas que le grand convoi est parti encore en mai 41, mais je crois me rappeler que les derniers convois de Quakers étaient prévus encore en novembre 42. Mais ça, je le vérifierai, je le corrigerai. Mais je dois ajouter ça. Ce n'est pas enregistré. Oui. Est-ce que, en dehors de vos études, vous travaillez aussi à Strasbourg? Je travaillais en donnant des leçons. Faisant des cours, des cours d'assistance religieuse, surtout des leçons particulières. Et maintenant, je voudrais terminer au point de vue conclusion. Je pense que numériquement, tout ce que j'ai dit concerne moins de 100 enfants, c'est-à-dire que dans je ne me rappelle plus le nombre exact, mais en tout cas historiquement, ça n'a pas grand intérêt. L'intérêt peut être, il y a là un intérêt double. Il y a d'abord l'intérêt égoïste de la population juive de Strasbourg, c'est-à-dire, ou plutôt le non-égoïsme, l'altruisme qui a été développé et qui a fait surtout que les jeunes, nous avons appris à cela à l'époque, je l'ai déjà dit auparavant, nous avons appris ce que c'est que la solidarité juive, que c'est que le peuple juif. Il est vrai que je n'ai compris ça complètement que mi-août 42, quand les premiers enfants, les premiers
de vraies déportations de France ont eu lieu. Mais nous avons été préparés moralement au travail que nous avons fait ensuite, parce que c'est au fond la même équipe qui a commencé ce travail à Strasbourg, qui ensuite, dans des conditions différentes et pas tous dans le même cadre, ont continué ce travail à partir de fin 40. Sur une bien plus grande échelle, mais il y avait la base, nous avions déjà compris. Maintenant, du point de vue des enfants... Un instant, au point de vue équipe, à part Chameau et André, Joseph Weil, enfin, c'était eux qui ont pris ensuite en main la direction de toute l'action de sauvetage en France. Et il y avait pas mal il y avait les jeunes. Ce sont les mêmes jeunes qui ont commencé à faire avec nous ce camp Straffert, qui ont fait ensuite avec nous des camps plus grands, qui ont travaillé avec nous dans des maisons d'enfants. C'était ces mêmes... Qui étaient alors des moniteurs. Qui étaient des jeunes moniteurs, Lolo Müller par exemple, qui est aujourd'hui encore assistante de la communauté juive de Strasbourg, qui a ensuite travaillé comme assistante sociale dans le service des sauvetages d'enfants et qui était une des monitrices dans ce camp, et beaucoup d'autres. Et chez les EI, c'est la même chose. Les EI ont commencé ensuite, enfin, ce qui est donné après notre Guetalier, etc. Évidemment, il y avait aussi des Parisiens de l'autre côté, mais je dois dire que quand même, il y avait relativement au nombre, certainement une majorité d'Alsaciens qui ont après pris leur place dans toutes ces actions en France. Et alors, deuxièmement, pour les enfants eux-mêmes, j'avais déjà signalé, mais je voudrais le rappeler, que le fait de vivre dans une sécurité presque absolue, parce qu'à Strasbourg, les enfants quand même ont été très rapidement incorporés, comme les familles alsaciennes vivaient à ce moment-là sans aucun souci pour eux-mêmes. Les enfants aussi vivaient sans souci. C'était une période tout de même assez courte, de novembre. C'était une période courte. Jusqu'au août, c'était une période courte. Ça a quand même permis à ces enfants de n'avoir pas toutes les adaptations à la fois. C'est-à-dire, il y avait l'adaptation à un nouveau pays, à une nouvelle langue, à une nouvelle ambiance, mais il n'y avait pas en même temps ce qui est arrivé ensuite, que les enfants que nous accueillons des camps dans des maisons d'enfants quand même savaient, au moins dans leur subconscient, tous les soirs en allant se coucher, qu'ils pourraient être réveillés pendant la nuit. Ce qui est vraiment arrivé ensuite un jour dans une des maisons d'enfants où j'ai travaillé. Et ça a donné maintenant, rétrospectivement, comme pas mal de ces jeunes, je suis encore en rapport avec eux aujourd'hui, d'abord physiquement, je pense que tous ces enfants ont été sauvés, moralement et au point de vue de leur intégration dans la vie, ils se sont tous bien débrouillés, certains d'entre eux se sont très bien débrouillés. Et je crois aussi que le choc affectif chez eux était moins grand que le choc affectif des autres. Et vous verrez parmi les 15 cas que je vous ai donnés, je crois qu'il y en a très peu, il y en a l'un ou l'autre que j'ai aussi cité de ceux-là, mais quand même relativement moins, parce que il y avait moins de problèmes affectifs. Bon, je vous remercie beaucoup et s'il y aura encore des questions, je vous les poserai par écrit. Avec plaisir. Alors, vous m'enverrez ça quand vous aurez...